Bonjour les loulous et les louloutes, bienvenue à la Tour des Anges. Nous sommes le mercredi 10 mai. Aujourd'hui, la journée des enfants. Je vais faire le Dictio, songe de lune et bien entendu mes petites histoires, contes et légendes du pays d'Irlande. On va continuer comme hier. J'espère que ça vous a plu hier. Donc on continue. Là, nous sommes toujours avec Corentin. Le mot aujourd'hui, il y a deux mots, c'est coquetier et crêpe. Alors le coquetier, c'est C-O-Q-U-E-T-I-E-R. L'œuf de Corentin est posé sur un coquetier. Ainsi, il ne tombera pas. Corentin prépare des crêpes. Alors les crêpes, c'est C-R-E, accent circonflexe, c'est un petit chapeau. Vous pensez au petit chapeau chinois, comme le toit d'une maison. Une crêpe, c'est avec le petit chapeau. P-E. Corentin prépare des crêpes pour le goûter. Il les fait sauter dans une poêle. Puis, il les sucrera et les roulera pour les manger. Donc, ici, Corentin, le coquetier, il est rouge. Et là, la poêle avec les crêpes. Corentin fait sauter les crêpes. La crêpe, elle est là, vous voyez? Voilà. Je vais la ramasser. Voilà. Ces petits tampons. Ça sera pour une autre vidéo. Alors, voilà. Songe de lune. Je vais mettre sur pause. Songe de lune. Aujourd'hui, donc, c'est le 10 mai. Hop. Ah ben hier, j'ai même pas mis... Voilà, le 10 mai. L'oiseau de printemps. Voilà. Ce matin, Florent fut étonné d'entendre un battement d'ailes au-dessus de sa fenêtre. Il ouvrit avec précaution les volets de sa chambre et vit un éclair noir et blanc rayer le ciel déjà bleu. Soup, soup. Il resta ainsi immobile un moment qui lui sembla très long. Soudain, il entendit un petit cri et à nouveau l'oiseau passa. Le manège continua toute la matinée. L'oiseau construisait son nid. Florent en avait même oublié son petit déjeuner. « Florent, Florent !» appela maman depuis la cuisine. Il s'habilla à la hâte et descendit. En embrassant, il lui dit « Maman, le printemps est arrivé. J'ai vu la première hirondelle. » Et voilà. Excusez-moi. Hop, voilà, ça c'est fait. Et demain est une autre histoire. Je vous dis, demain, c'est les poussins. Ça va être rigolo. Ça va être rigolo. Alors, donc, nous allons... Donc, hier, nous avons vu
Alors, attendez, je regarde. Ah oui, j'ai l'autre fois, je vous ai dit, les premières histoires, c'était la truite blanche. Il y avait 3 histoires. Il y avait le taurillon tacheté, et après, il y avait une suite, c'était le pâtre aux 2 lanières, qu'on avait vu, c'est vrai. Et hier, on a vu l'âme de la comtesse Kathleen et Aristote et les 3 fils du fermier. Alors, attendez. Oui. L'âme de la comtesse Kathleen, Aristote et les 3 fils du fermier et le roi du désert noir. Voilà. Il y avait 3 histoires. Excusez-moi, je pense qu'aujourd'hui, peut-être 3 histoires. Je vais regarder. Pardon. 1, 2, peut-être 3. On va voir. Je verrai. Parce que la dernière, elle est un peu... Ah oui, elle est longue. Alors, attendez. Si je regarde. Ah oui, c'est qu'il y en a long. Ah oui, il y a beaucoup. Alors. Ouais. Voyage de Maludin. J'aurais un petit problème à le lire. Parce qu'il y en a beaucoup. Excusez-moi, ça se fait en... Ça pourra peut-être prendre une demi-heure. Oh oui. On va faire comme ça, comme ça. Et je vais mettre ça là. Voilà. Pardon. Je suis en train de regarder parce que ici, les enfants, j'ai une histoire, elle est très longue. Donc, je préfère vous la faire demain. Là, aujourd'hui, ça sera l'histoire de Liban, la sirène. Au temps jadis, le roi Muster avait 2 fils, Eka et Rib. Eka était agité, indiscipliné, et il ne plaisait guère au roi. Rib avait plus de tranquillité et de douceur, mais était faible de caractère. Eka s'ouvrit à lui de son projet d'aller au loin conquérir des terres où il serait son maître. Rib essaya de lui faire prendre patience, mais en vain. Eka, poussé sournoisement par sa marâtre et mère, dont la montagne de Tipperary a gardé le nom, fit au roi son père une grave injure et dut sur le champ quitter le royaume, avec tous ses gens et ses dépendants. Sa marâtre et son frère le suivirent. Ils étaient 1000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ils tournèrent leur face vers le nord. Au bout de quelques journées de marche, leurs druides leur dirent qu'ils n'étaient point destinés à s'établir dans le même canton et qu'arrivés au col des 2 piliers, ils auraient à se séparer. Rib et ses gens se dirigèrent vers l'ouest. Oh, je m'excuse. Et poussèrent droit devant eux jusqu'à la plaine d'Arten,
Aussitôt, une puissante source en jaillit qui submergea les terres et les noya tous, formant un lac qui, au jour d'aujourd'hui, s'appelle encore le lac Rib. Eka et les gens poursuivirent leur voyage vers le nord. Lentement, ils parvinrent à Brugga, sur les bords de la Boyne. Ils auraient bien voulu se reposer en la demeure de Mackintosh, mais ils n'eurent pas plus tôt fait hâte qu'un grand guerrier sortit du palais et leur donna ordre de déguerpir. Sourds à ces paroles, recrus de fatigue, ils plantèrent leur tente en vue même du palais. Courroucés de voir ses ordres méprisés, Angus, pendant la nuit, fit tuer tous leurs chevaux. Le lendemain, il s'avança vers eux et leur dit « Hommes du Sud, j'ai cette nuit égorgé vos chevaux. Si vous ne partez pas d'ici, aujourd'hui même, j'égorgerai la nuit prochaine toute votre bande. » Eka lui répond « Angus, tu nous as causé un tort immense, et comment veux-tu que nous partions maintenant, que nous sommes sans chevaux ?» Alors Angus leur mena un cheval gigantesque tout harnaché, sur lequel ils purent mettre tous leurs bagages. Quand il les vit prêts à partir, il ajouta « Ayez soin de tenir ce coursier toujours en mouvement. Si jamais vous le laissez s'arrêter une seconde, il sera la cause de votre mort. » Ils repartirent donc un jour d'automne et marchèrent sans arrêt, qu'ils n'aient atteint la plaine du bosquet gris où ils voulaient s'installer. Ils entourèrent le cheval géant pour le débarrasser de leurs bagages et tout de s'affaire au point d'oublier les paroles d'Angus. Le coursier s'arrêta et un instant même, une source magique entre ses pattes se prit à jaillir. Eka, comprenant le danger, fit aussitôt bâtir une tour ronde tout autour et il chargea une femme prudente de veiller sur la source et de n'ouvrir la porte bien scellée que quand les gens de sa demeure qui élèverait tout près de là, viendrait chercher de l'eau. Le roi d'Ulster, rameau de la branche rouge, accourut pour chasser Eka de ses terres, mais Eka l'emporta sur lui et resta maître de la moitié du royaume. Ses gens et lui purent ainsi rester sur la plaine du bosquet gris. Or Eka avait 2 filles, Harry et Liban. Harry avait pour mari un homme simple et un innocent du nom de Curnam. Un beau jour, il alla de tous côtés chantant chansons nouvelles. Arrivés, accourez, bûcherons et guerriers, en vitesse, abattez chênes et châtaigniers, je vois la source irrésistiblement s'épandre et submerger le chef et ses puissants héros. Là, je ne puis sauver mon épouse si tendre, Malibane, sa sœur, saura fendre les flots, parcourir l'océan au mystique rivage, et dans l'antre vitreux, vive pendant les âges, toujours femme et pourtant poisson, belle sirène et beau saumon. Des jours, il chanta sa chanson d'alarme, mais personne ne prêta oreille au fredon de l'innocent. Et tout après, il arriva que la femme qui était la geôlière de la source oublia sa prudence et laissa la porte sans la resceller. Alors le mauvais charme fut libre d'opérer. L'eau bouillonna, grossit, déborda, partout se répandit, noya tout sur son passage, et qu'à sa famille et tous ses gens furent submergés. Seul échappa Liban et Curnam l'innocent. L'eau forma l'immense lac Nagne, qui s'ouvrit couloir jusqu'à la mer. Sur ses bords, Liban et Curnam enterrèrent Harry, et lui élevèrent un monticule funéraire encore aujourd'hui appelé Cairn Harry. Curnam se coucha sur les pierres du cairn et, du chagrin d'avoir perdu sa femme, se laissa mourir. De là le cairn Curnam que vous voyez tout près. Après avoir rendu à sa sœur les derniers devoirs, Liban plongea dans l'eau avec son petit chien favori. Elle atteignit une grotte merveilleuse à sec au fond du lac et elle y resta toute une année. Elle allait y périr d'ennui quand elle aperçut un saumon tacheté qui s'abattait au seuil de sa caverne. Elle fit alors cette prière.
Ô Seigneur, accordez-moi d'être un saumon, que je puisse avoir des compagnons, et avec eux m'ébattre dans la mer transparente, ô Seigneur. Elle prit aussitôt la forme d'un saumon, mais comme le nom du Seigneur était encore sur ses lèvres, son visage resta celui d'une femme en prière, son visage et sa gorge. Son petit chien favori fut muet en loutre, nageant et jouant autour d'elle, et toujours aux petits soins pour elle. Ainsi, Liban, pendant 300 ans, vécurent en se jouant de toutes les mers qui baignent l'Ulster, depuis les jours du roi Eka jusqu'au jour du roi Comgal. Une fois, ce grand chef envoya son conseiller Béoc à Rome pour consulter Grégoire. Le pape Grégoire, sur matière d'importance, le 3e jour de leur navigation, Béoc et ses matelots entendirent s'élever de la mer un doux chant angélique. Se penchant sur les lisses du navire, Béoc demanda qui chantait ce suave chanson. Liban répondit. Je suis Liban, la fille d'Eka, l'ancien roi d'Ulster, pays d'où tu viens, et c'est moi qui te salue de mon chant. Comment te trouves-tu là demande Béoc. Vois, c'est la 300e année que je vis sous les flots, je viens de prendre avec toi rendez-vous. Va ton chemin, accomplis ta mission, mais reviens jour pour jour dans un an à la bouche de la rivière. Alarba. De la rivière Alarba. Avisant ton roi, apporte tes filets et tu me tireras des eaux mi-doux, mi-amères. Je t'accorderai volontiers cette faveur, répondit Béoc, mais pas sans que tu me promettes récompense. Soit, répond Liban. Quel guerdon voudrais-tu? Je voudrais, répond Béoc, ému de ce miracle et touché par sa beauté, que tu acceptes d'être enterré avec moi dans la même tombe, en mon propre monastère. Je te l'accorde de grand cœur, dit Liban. Béoc fit le voyage de Rome. À son retour, il confia l'histoire de la sirène au roi Comgal et au sein du monastère de Bangor. L'année révolue, ils allèrent en barque à la bouche de l'Abarba, à la bouche de l'Alarba. Liban fut prise au filet de Fergus. Sa tête et ses épaules étaient celles d'une jeune fille, et son corps celui d'un saumon. On l'emmena au rivage dans une barque mi-remplie d'eau, où elle continua d'évoluer heureuse et gracieuse. Nombreux furent ceux qui virent voir la merveille, et parmi eux survint un jeune chef de clan, drapé d'un manteau de pourpre. Liban suivait des yeux le moindre de ses mouvements, ce qui remarqua le jeune chef et lui dit « Désires-tu ce manteau? Si oui, je te l'offre de bon cœur. » « Non, répond. Non, vraiment merci, répondit Liban. Mais il me rappelle mon père Eka, le jour où la source le noya. Il portait un manteau de pourpre comme le tien. Par ta courtoisie et ta gentillesse, puisse le bon sort de le suivre en tout lieu, toi et celui qui viendra après toi. Par ta courtoisie et ta gentillesse, puisse le bon sort te suivre en tout lieu, toi et celui qui viendra après toi. La loutre, qui avait été son petit chien favori, l'avait suivi dans la barque mi-remplie d'eau et continuait de la servir et de la distraire. Un grand soldat brûlé par le hâle s'amusa, le traître, à tuer la petite loutre. Liban en conclut, grand chagrin et perdu de la gloire militaire de son clan, s'était souillé par l'avilonie, à moins que lui et tous ses compagnons d'armes ne fissent jeûne et pénitence.
Le soldat contrit fièrement d'honorable humble. Alors s'éleva grand débat sur la question de savoir à qui devait appartenir la sirène. Le roi Comgal prétendit qu'elle était sienne et elle avait été capturée sur ses terres. Fergus avança qu'elle lui appartenait car c'était dans son filet qu'elle avait été prise. Enfin, Béoc soutient que des trois, il possédait le meilleur titre en vertu de la promesse solennelle que lui avait fait la sirène. Personne ne pouvant résoudre le débat, les trois saints hommes se prirent à jeûner pour faire appel au jugement de Dieu. Quand ils furent en état de grâce, un ange vint leur déclarer: Demain, 2 bœufs sauvages viendront ici de Camhari, le tumulus de la sœur de Liban. Vous leur imposerez le joug. Dans le chariot, vous placerez la sirène et leur direz: Allez, ils se dirigeront vers l'un des 3 domaines. Le maître du domaine sera le maître de la sirène. Ainsi fit fait, et les bœufs sauvages portèrent Liban droit à Tekda-Béoc, le monastère de Béoc. Alors les 3 saints donnèrent à Liban le choix, soit de vivre encore 300 ans à tout risque, soit de mourir tout de suite après avoir été baptisé. Liban choisit de mourir aussitôt. Comgal la baptisa et lui donna le nom de Murgen, né de la mer et de Murgen au ciel, comme parmi les vierges saintes, et continua d'opérer merveilles et miracles au tombeau qu'elle occupe à Saint-Béoc, en leur commun monastère de l'Irlande, l'île des Saints. Un peu dur l'histoire. Très jolie, mais un peu dur. Voilà. Excusez-moi. Ossian au pays de l'éternelle jeunesse. Saint Patrice ayant requis Ossian de lui dire comment il avait pu vivre plus de 300 ans, le héros poète lui fit ce récit. Peu de temps après la sanglante bataille de Gavra, où tomba mon fils Oscar, nous étions à la chasse un matin de rosée sur les bords du lac de Killarney. Nous venions de déboucher un daim quand nous aperçûmes au loin une forme encore indécise qui chevauchait vers nous venant du couchant. Le blanc coursier se précisait à nos yeux et à la forme était une jeune fille qui tira la bride à notre hauteur. Ni mes compagnons ni moi n'avons jamais vu beauté si charmeuse. Un mince diadème d'or encerclait sa tête. Elle portait une longue robe de soie brune constellée d'étoiles, qui, de ses épaules, descendait jusqu'au sol. Sa robe flottait, les boucles de sa chevelure blonde, ses yeux bleus étaient limpides comme gouttes de rosée. Sa blanche petite main tenant ferme la bride, courbait l'enclure du coursier sans l'effort du mors d'argent et, sur la selle de riche étoffe aux plis ondoyants, elle était posée gracieusement, autant qu'un signe sur l'eau de Killarney. Jamais Erin, mère des nobles cavales, n'avait vu plus fier coursier. Lentement, elle s'approcha de Finn, le roi mon père. « Qui es-tu, aimable princesse ?» lui demanda-t-il. « Dis-nous ton nom, ton pays et ton message. » D'une voix douce et digne, elle répondit. « Noble roi, j'ai fait aujourd'hui un long voyage. Mon pays est situé bien au-delà de la mer occidentale. Mon père est le roi de Tirnanog, la terre des toujours jeunes. Mon nom est Niam aux cheveux d'or. Qui t'a fait venir de si loin? Ton mari t'aurait-il abandonné? Un autre malheur te serait-il arrivé? Jamais je ne fus mariée ni fiancée.
Mais j'aime ton fils au sien, c'est lui qui m'amène en Érine. Ce n'est point sans raison que je lui donne ma foi, je sais sa bravoure, sa noblesse, sa belle et fière prestance. Nombreux sont les chefs qui ont cherché ma main, indifférente à touche et constamment refusée, jusqu'au jour où par ton gentil fils je fus navré d'amour. Quand j'ouïs ces paroles, quand je contemplais la Vierge aux soyeux cheveux d'or, je me sentis inondé d'amour, prenant dans la mienne sa toute petite main, je lui dis qu'elle était à mes yeux une étoile de douceur et de beauté, et toutes les princesses du monde, je la préférais pour femme. S'il en est ainsi, dit-elle, je te somme sur ta parole de héros de partir avec moi pour Tinarnog, la terre des éternelles jeunesses. Miel et vin y coulent en abondance. Les arbres, tout le cercle de l'année portent à fois fruits, fleurs et bourgeons. Pour toi, tu trouveras sans épée, sans robe de satin, sans coursier rapide et sans limier au flair jamais déçu. Tu auras encore un bétail sans nombre et des moutons à toison d'or, une côte de maille à l'épreuve des plus fines pointes et une clé mort qui jamais n'épargnera ta victime. Chaque jour t'apportera festin et jeux variés. 100 guerriers seront toujours prêts à répondre à ton appel. Des ménestrels te raviront de leurs chants et de leurs harpes. La chute des heures sera nulle, comme l'est chez nous la chute des feuilles. Tu ne subiras fatigue, décrépitude ni mort. Ta force ni ta beauté ne connaîtront l'éclipse, et je te serai ta femme. Je répondis que mon choix était fait, elle était pour moi la seule au monde, et j'étais prêt à partir. Entendant ces paroles, Finn, le roi mon père, saisit ma main et dit: Malheur sur toi, mon fils. Si tu me quittes, jamais je ne te reverrai. Son visage viril s'obscurcit d'un nuage. Je lui promis de revenir, et bien qu'ajoutant pleinement foi à mes propres paroles, je ne pus, en l'embrassant, indiguer mes larmes. Ayant pris congé de mes chers compagnons, je montai en croupe sur le blanc coursier qui se mit à galoper vers l'Occident. Il atteignit bientôt le rivage de la mer. À peine eut-il de ses sabots ferrés d'or pur touché la crête des vagues qu'il s'ébroua et par 3 fois hennit, puis il s'élança sur la surface des flots, filant la vitesse de l'ombre que fait sur la plaine courir un nuage de Mars. Le vent dépassait en vitesse la fuite des vagues. Nous dépassions la fuite du vent et ne voyions plus que les lames blanchissantes devant nous et derrière nous, que les lames blanchissantes. D'autres rivages émergèrent, qui nous apportèrent de merveilleux spectacles, îles et cités vastes demeures toutes blanches, gais pavillons d'été et palais imposants. Un fond sans andouiller une fois traversa notre piste, bondissant léché de crête de vague en crête de vague, poursuivi de près par une levrette blanche aux oreilles rouges. On vit encore une jouvencelle sur un pâle froid brun, une pomme d'or à la main. Elle glissa devant nous, serrée de près par un jeune guerrier monté sur un blanc coursier. Il s'enveloppait d'un long manteau flottant de soie jaune et tenait au poing fermé fine épée à garde d'argent. Très frappée par ces merveilles, je demandai à la jeune princesse ce qu'elles signifiaient. Elle répondit: Elles ne sont rien au prix des surprises qui t'attendent au pays de Tirnanog. Peu après, le soleil se cacha. Le ciel s'assombrit, un orage éclata et le miroir de la mer brillait de constants éclairs. Bien que les sauts de vent furent soudains et brutaux et que la hauteur et la violence des vagues grandit dans tous les sens, le blanc coursier allait droit son chemin en dépit des embruns aveuglants.
La tempête apaisée, le soleil se remit à resplendir, et levant les yeux, j'aperçus une verte campagne peinte de jolies fleurs éclatantes, en plaine unie et bordée de collines bleuissantes. Les sentiers étaient semés d'améthystes, de rubis et de turquoise. Ici et là, étincelaient des pavillons d'été semés de pierres précieuses. Je demandai à Niam le nom de ce pays. « C'est mon pays natal, répond-elle. Tirnanog, la terre de l'éternelle jeunesse. Tout ce que je t'ai promis, tu l'y trouveras sans faute. » Je fais une petite pause. Du palais qui dominait le rivage sortit une troupe de nobles guerriers qui s'avancèrent à notre rencontre pour nous souhaiter la bienvenue. Derrière venait toute une majestueuse armée conduite par le roi lui-même, revêtu d'une robe de satin jaune constellée de gemmes en portant une couronne qui étincelait de diamants. La reine venait à part au milieu d'un cortège de 100 aimables vierges, et ces deux souverains excellaient sur toutes leurs puissants de la terre en noble prestance, en grâce et en majesté. Ils baisèrent leur fils, puis le roi se tournant vers le front des troupes me présenta à ce terme. « Mes braves, voici le fils du roi Fin, Ossian, pour lequel ma fille Niam a traversé la mer et a fait le voyage d'Erin. Voici Ossian, le héros poète qui doit épouser Niam aux cheveux d'or. Brave Ossian, sois 1000 fois la bienvenue. En ce pays, tu seras toujours jeune. Toutes sortes de délices t'attendent. Notre fils, la noble Niam au casque d'or, sera ton épouse, car je suis le roi de Tirnanog. Je remerciai le roi de paroles chaleureuses et la reine d'une profonde révérence. Dans le palais, un banquet nous attendait. Fêtes et réjouissances durèrent 10 journées, et la dernière, j'épousai la belle et noble Niam aux cheveux d'or. Dans cette terre de la jeunesse, je vécus plus de 300 ans, qui s'envolèrent comme 3 années. Je n'oubliais pas mes amis, j'éprouvais un désir croissant de revoir mon père, le roi Fin, et tous mes compagnons d'enfance. À Niam et à notre Seigneur, je demandai congé de faire en Erin une rapide visite. Le roi l'accorda, Niam ajouta. Je consens contre le mouvement de mon cœur qui redoute que vers moi tu ne reviennes point. Je promis de revenir et j'essayai de dissiper ces craintes que redouté mon cœur était à elle, et quant à perdre mon chemin, il n'y fallait songer, puisque le blanc coursier qui allait m'emmener me ramenait près d'elle. Niam répondit à mon instance par ces paroles qui sonnèrent étranges à mes oreilles. Ta requête, je ne refuse pas, mais sache que ton voyage m'afflige de douleur et d'effroi. Erin n'est plus l'île que tu as quittée. Le grand roi Fin et son peuple de guerriers ont tous disparu à leur place. Tu trouveras un peuple chétif, un grand prêtre et une armée de saints. Ossian, marque mes paroles et garde-les vivantes en ton esprit. Si jamais il t'arrivait de descendre du bas du blanc coursier, tu ne reviendrais jamais vers moi. De nouveau, je t'avertis, si jamais tu mets le pied sur le sol d'Erin, tu ne reverras jamais cette terre de jeûne et de félicité. Une 3e fois, je te le dis, Ossian, mon mari, mon aimé, si tu descends du blanc coursier, tu ne me reverras jamais plus. Je renouvellerai ma promesse de suivre exactement ses prescriptions et de ne pas descendre du blanc coursier. Alors, contemplant son doux et noble visage, voyant en tous ses traits des traces de sa douleur, mon cœur s'alourdit de tristesse et mes larmes coulèrent, mais ma décision persista de revenir en Erin. Dès que je fus en selle, le blanc coursier galopa droit vers le rivage, et nous nous élançâmes au-dessus des flots. Le vent dépassait en vitesse la fuite des vagues. Nous dépassions la fuite du vent, et nous voyions plus que les larmes blanchissantes derrière nous, et devant nous que les lames
que les lames blanchissantes. À l'horizon, le sol reparut enfin, et rapide nous atterrîmes sur les verdoyants rivages d'Erin. En chevauchant à travers le pays, je regardais de tous côtés d'un œil passionné, mais j'avais la plus grande peine à reconnaître les lieux d'autrefois. Tout avait subi d'étranges changements, aucune trace ne subsistait du roi fini de son armée, de ses grandes actions. Je commençais à craindre que les paroles de Niam ne fussent la réalité. Enfin, j'aperçus au loin un groupe de petits hommes et de petites femmes montés sur des chevaux d'une taille aussi diminuée. Quand j'approchais, ils me firent une aimable et courtoise accueil. Ils s'émerveillaient de ma haute statue et de ma belle et noble prestance. Je les questionnai sur le roi Fin et de son peuple, leur demandant si un désastre soudain les avait tous balayés de la surface du monde. L'un d'eux répondit: « Nous avons ouï parler du héros Fin qui gouvernait Erin au temps jadis. En bravoure, en sagesse, il n'avait pas d'égal. Les ménestrels des Celtes ont écrit des livres et des exploits et les exploits de ces guerriers. Tous sont disparus depuis des siècles. Nous avons ouï dire aussi que le roi Fin avait un fils nommé Ossian. On raconte que cet Ossian partit avec une fée au pays de Tirnanog, que son père et ses amis en avaient conçu un violent chagrin et passèrent leur vie à le chercher, mais en vain. Ces paroles me remplissent de stupeur et appesantirent mon cœur du poids d'un lourd chagrin. Sans répondre, je tournai bride et dirigeai ma course vers Allen, le site du château de mon père. Dans les vastes plaines du Leinster, errance pitoyable, tout ce que je voyais, c'est ce que j'entendais accroissait ma tristesse et me faisait prévoir des douleurs accrues. L'arrivée au château d'Allen mit le comble à mon désespoir. La colline se dressait maintenant dans un site abandonné redevenu sauvage. Et le palais de mon père, ruiné, abattu, émietté par le temps, disparaissait à demi sous les herbes et les ronces. Accablé, je me détournai de cet lamentable spectacle et battis la campagne en quête de mes amis d'autrefois, ou du moins des sites chers à ma mémoire pour qu'ils me les évoqueraient. Partout, je ne rencontrais que les nains de la nouvelle race, qui, à chacune de mes haltes, s'accroupaient en grand nombre, mais pas un seul ne me connaissait. Ainsi, je visitais toutes les demeures de mes amis, et toutes, comme Allen, n'étaient que plus que monceaux de ruines. Je finis par m'arrêter à Glen d'Asmol, où maintes fois j'étais venu court le cerf. Beaucoup de gens y étaient rassemblés dès qu'ils m'eurent aperçu. L'un d'eux se détacha du groupe et me dit: « Ô puissant héros, viens à notre secours, car je vois que ta force est immense et que ton cœur est bon. » M'approchant, je vis qu'une équipe de ces hommes ayant en vain de déplacer un grand rocher plat, ils avaient réussi à le soulever à demi, mais ceux qui étaient engagés dessous n'avaient pas plus assez de force, ni pour le redresser tout à fait, ni pour le dégager. Ils faiblissaient visiblement quelques instants encore, et ils allaient être écrasés. C'était une honte, à mon sens, que tant d'hommes furent impuissants à soulever ce roc, que mon fils Oscar, s'il eût été en vie, aurait d'une seule main fait voler au-dessus de la tête de ces pygmées. J'examinai un moment la position de la grande dalle, et la saisissant d'une pointe solide, je la lançai à cette perche. Des petits hommes délivrés, mais sous l'effort que je fis, la sangle tissée d'or et de la selle vient à se rompre. Pour éviter la chute, un mouvement trop brusque me portant sur la gauche, je me trouve en soudant les pieds sur le sol. Sitôt libre, le blanc coursier s'ébroua, hennit 3 fois et détalant avec la vitesse de l'ombre que fait sur la plaine courir un nuage de Mars, me laissa seul, impuissant et désolé. Dans la même instance, un affreux changement commença à m'envahir, ma vue de s'affaiblir, mon teint vermeil de se flétrir, ma force de décroître, et je m'affaissai sur l'herbe, pauvre vieillard décrépit, aveugle et sillonné de rides profondes. Jamais le blanc coursier ne réapparut. Jamais je ne
découvrais ma vue, ma force ni ma jeunesse, et je vis ainsi, ô Patrice, messager d'étranges nouvelles, dans la constante pensée de mon père, fine le héros, des chers compagnons de mon enfance, et de ma douce et noble femme Niam aux cheveux d'or. Voilà. Eh bien, l'histoire est finie. Ben, demain, je vous conterai le voyage de Meldwin. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Hein, j'espère que ça vous a plu. On verra demain. Voilà. On verra demain une autre histoire. Je vous dis au revoir. À demain. Au revoir mes loulous et mes louloutes. Et je vous dis bonne nuit les petits.